Il est 10 h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce jeudi matin et on apprend à l'instant en Algérie la condamnation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Il est condamné par un tribunal algérien à 5 ans de prison en dépit de la mobilisation ici en France pour obtenir sa libération. L'écrivain avait été arrêté le 16 novembre dernier à son arrivée en Algérie. Il est condamné pour atteinte à l'unité nationale, outrage à l'armée, atteinte à l'économie nationale et détention de vidéos et publications menaçant la sécurité et la stabilité algérienne. Son cas est venu aggraver les tensions déjà existantes entre Paris et Alger. Boualem Sansal est malade et il a 75 ans. Dans l'actualité également, ce sommet à Paris avec le Britannique Keir Starmer, l'Italienne Giorgia Meloni et l'Allemand Olaf Scholz ou encore le patron de l'OTAN Mark Rutte. Emmanuel Macron accueille les alliés de l'Ukraine à Paris avec le président Zelensky. Nouvelle réunion de la coalition dite des volontaires. Les Européens veulent montrer qu'ils sont à la manœuvre face au désengagement américain et qu'ils se projettent dans une Ukraine d'après-guerre. L'actualité, c'est aussi l'histoire qui semble s'accélérer au Soudan. Le général Al-Bourhan, à la tête de l'armée régulière, revendique avoir repris le contrôle de Khartoum, la capitale, jusqu'ici aux mains des rebelles. 2 ans de guerre au Soudan, passés largement sous les radars médiatiques, une guerre extraordinairement meurtrière. On reviendra sur ces titres et sur la condamnation en Algérie, notamment de Boualem Sansal dans le journal de 11 h. Aujourd'hui, tout autre chose dans Parlons-en. Je vous emmène au Mexique avec un chiffre saisissant. 120 000, c'est le nombre de personnes portées disparues dans un pays gangréné par la violence liée au trafic de drogue, par celle des cartels. Un abysse qui a connu une illustration sordide ces dernières semaines, la découverte de fosses communes. Et dans ces fosses, les dépouilles de centaines de petites mains, vraisemblablement des narcotrafiquants. Comment est-ce possible dans ce pays qui a déclaré la guerre aux cartels il y a près de 20 ans? Avec quelles armes peut-on lutter contre les narcotrafiquants au Mexique, mais aussi en Colombie et contre leur réseau aux États-Unis ou encore en Europe? Est-ce qu'on peut véritablement gagner la bataille? Est-ce déjà trop tard? Narcotrafic, la guerre tentaculaire, question posée ce matin à nos invités, Frédéric Saliba et Pierre Gossens. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Frédéric Saliba. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste, vous avez été correspondant du Monde, du quotidien français Le Monde au Mexique pendant une quinzaine d'années. Vous y êtes arrivé quelques mois avant que le président Calderón, à l'époque, déclare la guerre au narcotrafic. Et vous signez Voyage au pays des narcos, sorti aux éditions du Rocher il y a quelques mois. Bonjour Pierre Gossens et bienvenue sur ce plateau. Voilà, bonjour. On voit la couverture de votre livre, Frédéric Saliba. Vous êtes sociologue au Collège du Mexique et chercheur résident à l'Institut d'études avancées de Paris. Quelques chiffres d'abord, en plus de celui que j'évoquais à l'instant, depuis 2006, année où le président Calderón a déclaré la guerre contre le narcotrafic. 450 000 morts, ce sont des chiffres que j'ai tirés de votre livre, Frédéric Saliba. 30 000 assassinats, rien qu'en 2023, la plupart dus au crime organisé. Et puis, c'est disparu, 120 000 personnes portées disparues dans le pays, essentiellement donc depuis 2006. Des disparus sur lesquels il y a eu un coup de projecteur particulièrement sordide ces dernières semaines, ces fausses communes découvertes dans ce qu'on a appelé les ranchs de l'horreur. Je vous propose, avant de commencer notre discussion, de regarder le reportage pour Parlons-en de nos envoyés spéciaux dans la région de Guadalajara. C'est un reportage signé Quentin Duval et Aurore Bayou. Avec leurs pics et leurs pelles, ces femmes s'apprêtent à remuer la terre dans cette maison en construction dans la banlieue de Guadalajara. Dans les profondeurs du sol, elles cherchent toute la trace d'un proche disparu. La personne qui a acheté cette maison nous a informé que les maçons avaient remarqué des choses étranges. On essaye de retrouver ce qui pourrait ressembler à des sacs. Après plusieurs heures de labeur, le collectif tombe sur un sac plastique enterré. Oh mon Dieu, c'est ici! Fausse alerte aujourd'hui, les ossements découverts ne correspondent pas à ceux d'un être humain. C'est un animal, un petit chien. Quelques semaines plus tôt, ce collectif a découvert dans un ranch situé à 1 heure d'ici des centaines d'ossements calcinés. Grâce à leurs observations sur place et des informations transmises par des anciennes victimes de recrutement forcé, ils pensent avoir mis à jour un centre d'entraînement et d'extermination appartenant au cartel Jalisco Nueva Generación.
Ils creusaient la terre, découpaient les corps et jetaient les morceaux. Puis ils ajoutaient un produit chimique type hydrocarbure pour les brûler plus facilement. Le lieu était pourtant connu des autorités. En septembre 2024, un affrontement avait eu lieu entre la garde nationale et des hommes armés, une dizaine de personnes interpellées, 2 personnes sauvées et un corps retrouvé. Le problème, c'est que le parquet local a fermé le lieu sans y mener d'investigation. S'ils avaient fait leur travail, comment expliquer que le 5 mars, nous y allons et nous découvrons tout cela? Les experts du parquet général poursuivent leurs investigations à l'intérieur du ranch derrière moi, loin des caméras. Quelques heures après cette macabre découverte, Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique, a annoncé une série de mesures pour renforcer la Commission nationale de recherche et permettre qu'une disparition soit déclarée dès les premières heures. Des promesses qui ne rassurent pour autant pas les proches de disparus qui attendent depuis des années de pouvoir faire leur deuil et d'obtenir justice. Frédéric Saliba, 20 ans de mesures, 20 ans de politique mexicaine en guerre contre les cartels, 120 000 disparus, je le disais. Qu'est-ce qui n'a pas pu arriver à ces Mexicains dont on a retrouvé les restes dans ces ranchs? Alors écoutez, apparemment, alors c'est une histoire assez polémique, on va en parler, mais apparemment, il y aurait des recrutements forcés, en fait. Les cartels, évidemment, maintenant, on est presque à plus de 18 ans de guerre des cartels entre eux et contre le gouvernement. Ils ont besoin en fait de sang neuf quelque part, et donc ils recrutent, ils ont des nouvelles recrues qu'ils entraînent. En fait, c'est un camp d'entraînement qu'ils ont découvert, et dans ce camp d'entraînement, ils ont aussi découvert donc des restes humains, donc il y a toute une polémique pour savoir si en effet c'est un lieu d'extermination ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un camp d'entraînement, et on a ça au travers du Mexique où donc des gens disparaissent, mais pas seulement des gens recrutés par les cartels, mais aussi des femmes, par exemple. Il y a comme ça énormément de féminicides et la traite des personnes, par exemple, des migrants aussi qui disparaissent. Dans ces 120 000 personnes, il y a comme ça une nébuleuse, et le gouvernement mexicain a une certaine mauvaise foi par rapport à ce problème, à ce fléau. Il a mis beaucoup de temps à reconnaître en fait le fléau, et tout simplement, alors on en parlera, mais parce que l'histoire du Mexique est faite de disparitions forcées qui, dans les années 80 par exemple, ou les années 70, étaient réalisées par le gouvernement, par un régime autoritaire. Et aujourd'hui, c'est les narcotrafiquants qui font disparaître la population et qui font autant de morts à travers le pays. Des histoires de disparition au Mexique, il y en a certaines qui nous arrivent, pas toujours. C'est quand même assez largement passé sous les radars médiatiques. On se souvient de la disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa en 2014. À se demander effectivement, Pierre Gossen, ce que font les pouvoirs publics mexicains. Ils sont tout à fait impuissants face à ça. D'abord, il y a un problème, je pense, de moyens surtout du système de justice. On le voit dans votre reportage, le parquet manque de moyens, manque de ressources humaines. On voit des bénévoles qui creusent avec leur propre pelle. Donc ça oblige évidemment les citoyens, les gens à s'organiser face à la faillite, au manque de moyens et au dysfonctionnement qu'on peut observer dans les institutions judiciaires et les institutions policières. D'un côté, mais de l'autre côté, on a aussi des institutions qui, des fois, commettent ces mêmes crimes. On l'a vu justement dans le cas d'Ayotzinapa, où on avait toutes les institutions répressives de l'État qui étaient représentées et qui avaient une participation dans ce crime. On retrouvait des policiers municipaux, régionaux, fédéraux, l'armée, le pouvoir judiciaire, en plus des acteurs criminels. Donc ça rend vraiment les choses très compliquées, parce que ça fait que les gens se retrouvent un peu à l'abandon et qui sont obligés de s'organiser eux-mêmes pour essayer d'obtenir justice et retrouver leurs proches disparus. Ce que dit Pierre Gossens, Frédéric Saliba, vous le racontez dans votre livre, vous travaillez dessus aussi bien sûr, c'est que la situation est telle que les cartels, le narcotrafic a infiltré l'intégralité du fonctionnement du Mexique grâce à la corruption notamment, et ça fait qu'il n'y a aucune partie de la vie mexicaine qui est épargnée aujourd'hui.
de ça. Oui, d'ailleurs, vous parliez donc du cas d'Ayotzinapa. Donc maintenant, ça fait 10 ans que ces 43 étudiants donc, ont disparu. On ne sait toujours pas, ça reste un mystère, on ne sait toujours pas ce qu'ils sont devenus. Il y avait eu des manifestations très fortes, je les avais couvertes et c'est dans mon livre, où les Mexicains dénonçaient l'État-mafia. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans cette affaire, mais sans doute, peut-être qu'on découvrira la même chose dans l'affaire du ranch de l'horreur, c'est-à-dire que des policiers, voire même des militaires, il y a une collusion entre le crime organisé et les autorités mexicaines, en tout cas certaines. Et là, il y a une grande polémique parce que le Mexique est un pays fédéral. Donc, il y a l'État local de Jalisco qui a donc découvert, enfin, qui était plus ou moins au courant, qui a fait les premières analyses et qui apparemment a mal fait son travail. Et puis, vous avez la fédération, donc l'État central, qui prend la main aujourd'hui et qui renvoie la balle. Alors, il se renvoie la balle en disant c'est la faute de l'État local, alors qu'en fait, vous avez en fait une crise qui est une crise de l'ensemble de l'État mexicain. Alors, évidemment, les autorités locales, municipales, sont les plus affectées par l'infiltration du crime organisé. Mais aujourd'hui, le crime organisé a complètement noyauté, en fait, les institutions mexicaines. Et une fois que le verre est dans la pomme, c'est très difficile d'agir. Et c'est vrai qu'on parle de ces proches de disparus, parce qu'en fait, ce sont des mamans, des mamans, en tout cas des proches de gens disparus, mais la plupart sont des mères qui vont seules, qui font des associations, qui vont seules chercher des corps. Moi, j'ai fait des reportages avec elles, c'est très, très impressionnant, très lourd émotionnellement, et qui parfois, par exemple, piquent le sol avec des grands pics en métal, et puis ils retirent, ils sentent, et si ça sent la mort, on creuse et on trouve des fosses communes, ce qui est quand même assez horrible. Et ces mamans se retrouvent seules face à un gouvernement qui détourne en fait l'attention, qui refuse de reconnaître les disparitions. On en parlera. Ça peut être associé à une violation de droits humains quand même, les disparitions forcées, vous voyez. Et donc le Mexique est très embêté par rapport à ces événements, parce qu'il ne peut pas renvoyer toute la faute au cartel de la drogue, et qu'on s'aperçoit, là, les mamans et donc les journalistes ont eu le droit d'aller sur le site. Figurez-vous que le site où il y a eu ces crimes a été nettoyé, et donc il y aurait, encore au conditionnel, des manipulations de preuves. On sent qu'il y a d'un côté de la chaîne ces mamans avec leurs pics, avec leurs pelles, avec toute la peine qui est la leur, et de l'autre côté, c'est David contre Goliath, des multinationales, des cartels. Vous écrivez, Frédéric, qu'ils contrôlent aujourd'hui ces narcotrafiquants, le trafic de drogue sur l'ensemble du continent sud-américain. On parle souvent de ces cartels. Je ne suis pas sûre qu'on sache exactement de quoi on parle en réalité. Donc je voudrais qu'on essaie de définir ce que c'est qu'un cartel aujourd'hui, au Mexique notamment. De quoi parle-t-on ? De combien de cartels on parle ? De combien d'hommes on parle ? Et comment ils fonctionnent ? On va commencer peut-être par leur nombre. Alors le plus connu, c'est celui du Sinaloa. Ce n'est pas le seul, Pierre Goossens. Non, il y a de nombreuses organisations qui ont un caractère régional. Donc le Sinaloa, c'est un État. Mais on trouve aussi d'autres organisations. Il est très difficile de connaître exactement leur nombre, parce que leur organisation et leur configuration est très fluctuante. Elle varie, elle s'adapte aussi à la répression, parce que de temps à autre, il y a des captures, il y a des arrestations, des têtes qui tombent, et il y a aussi des conflits entre ces organisations criminelles qui luttent entre elles pour le contrôle de certains territoires, de drogue et de routes de commerce. Donc c'est très difficile d'évaluer le nombre exact, l'identité, parce que aussi on retrouve des personnes avec plusieurs étiquettes qui peuvent appartenir à un groupe en particulier, mais qui peuvent aussi remplir d'autres fonctions. Et en plus, ce qui rajoute à la complexité du problème, c'est ces problèmes de corruption, de collusion, qui fait que ces groupes criminels ne peuvent pas opérer en totale impunité ou liberté, sans une certaine complicité ou protection de la part des autorités de l'État mexicain. Donc il est extrêmement difficile de pouvoir faire une comptabilité, disons, de ces groupes, mais c'est indéniable qu'aujourd'hui, c'est un acteur armé parmi d'autres qui est important et qui participe du contrôle du territoire et du gouvernement local.
Frédéric Saliba, comment est-ce que ça fonctionne un cartel? On voyait à l'instant des images d'El Chapo, l'un des plus connus, qui a été arrêté il y a quelque temps et dont la vie a fait l'objet notamment d'une série télévisée. Ça, c'est pour le côté pop culture. Malheureusement, comment est-ce qu'ils fonctionnent, ces cartels? Alors, c'est vrai qu'en Europe, on a tendance à parler de mafia. En Amérique latine, on parle plutôt de cartel. On peut parler de gang aussi, hein, Pierre en parlait. Mais en fait, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, pour qu'il y ait cartel, il y a donc une organisation mafieuse. On parle toujours du narcotrafic parce que c'est ce qu'il y a de plus emblématique. Mais vous avez quand même presque une vingtaine d'activités. Hein. Les Mexicains sont dans toutes les activités, sauf une. Oui, sauf le trafic de matières radioactives. Exactement. Et heureusement, enfin, on a envie de dire heureusement, jusqu'à quand? Jusque-là. On verra, jusque-là. Cartel, l'idée, en fait, c'est qu'il y a une infiltration donc des autorités, une corruption. Encore une fois, il n'y a pas de narcotrafic sans narcopolitique. Hein. Il faut avoir des appuis politiques pour pouvoir avoir comme ça un spectre mafieux qui permet donc de faire des trafics. D'ailleurs, la corruption n'est pas que mexicaine, elle est aussi américaine, elle est aussi européenne. Hein. J'espère qu'on en parlera. Et c'est vrai que les cartels mexicains, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 90, vous aviez un peu une domination des cartels colombiens, notamment le fameux Pablo Escobar, qui meurt en 93. Il y a une déstabilisation un peu des cartels colombiens, et c'est là-dessus que les cartels mexicains, qui étaient en fait des sous-traitants, hein, qui permettaient de faire passer donc la cocaïne jusqu'aux États-Unis, commencent à prendre la main en fait sur le narcotrafic sur tout le sous-continent. Bien sûr, en association avec des cartels locaux, hein, mais on sait très bien que le cartel de Sinaloa, et d'ailleurs on le voit, très souvent des cellules sont arrêtées, on le voit en Équateur, par exemple, la situation d'Équateur est liée au cartel de Sinaloa, à un autre cartel aussi, qui est le cartel Jalisco de Nouvelle Génération, qui sont les deux très grands cartels mexicains. Qui serait celui impliqué dans l'affaire du ranch de l'horreur. Exactement. Et donc, en fait, ces cartels ont pris la main sur le sous-continent. Aujourd'hui, ils sont présents dans les 50 États américains. Et ils sont aussi présents en Europe, chez nous. À la faveur de quoi ces cartels mexicains ont pris le pouvoir sur les cartels colombiens? Qu'est-ce qui s'est passé pour observer ce reversement de prise de pouvoir? Je ne sais pas si vous pouvez répondre là-dessus. Leur position stratégique, la frontière avec les États-Unis. Il faut bien prendre en compte que le narcotrafic est indissociable de la consommation de drogue et que la production de drogue, qu'elle soit d'origine végétale ou synthétique, produite dans des laboratoires, elle ne vient que répondre à une demande. Et cette demande, elle se trouve aux États-Unis, en Amérique du Nord et en Europe. Et donc, l'avantage des cartels mexicains par rapport aux Colombiens, c'est leur position géographique, hein, qu'ils se rendent indispensables pour la commercialisation des drogues, de la cocaïne et d'autres drogues, l'héroïne, ça c'était avant, le cannabis, et maintenant aujourd'hui les drogues de synthèse, comme le fentanyl, qui sont en train de déplacer et de remplacer les drogues traditionnelles d'origine végétale. C'est leur position par rapport au marché de consommation des États-Unis qui est stratégique. Ce qui est intéressant autour des cartels mexicains, si on parle de cocaïne, vous me corrigez si je me trompe, Frédéric Saliba, en fait les cartels mexicains ont une espèce de rôle d'import-export. Ils ne produisent pas nécessairement toute la drogue dont ils gèrent le trafic et le business, c'est ça? Alors, pour rebondir sur ce que disait Pierre, en fait, il y a une explosion de la consommation de la cocaïne dans le monde, enfin, notamment en Europe, hein, très très forte. Il y a 3 pays qui produisent vraiment la cocaïne, qui sont la Colombie, le Pérou et la Bolivie. Il y a d'autres pays comme le Venezuela, mais c'est assez anecdotique, c'est très fort. Que les cartels mexicains, comme je vous l'expliquais, se sont donc associés avec des cartels notamment colombiens et qui, en fait, donc, font transiter cette drogue aux États-Unis, mais aussi en Europe. Pourquoi? Parce que, d'abord, le Mexique est une très grosse économie, hein, membre de l'OCDE, du club des pays les plus riches du monde. Il y a énormément de transports. La plupart, en fait, du trafic se fait par la mer. Et les ports mexicains sont très, très importants. Et donc, ça passe par la mer. Oui, parce qu'il faut l'infrastructure. Il faut l'infrastructure, il faut la corruption, il faut tout ça. Mais il faut aussi comprendre que l'essor du narcotrafic, et notamment du narcotrafic mexicain, est lié aussi à l'essor du néolibéralisme, c'est-à-dire que ces échanges comme ça, de plus en plus rapides, empêchent des contrôles vraiment importants. Et d'ailleurs, on se pose toujours la question, et on en parlera, j'espère, d'une certaine hypocrisie, d'ailleurs, du côté des dirigeants, et notamment du côté de Washington, hein, par rapport au fait d'avoir passé des accords de libre-échange favorisant donc ces circulations sur cette frontière énorme de 3000 km qui sépare les États-Unis et le Mexique, et qui, évidemment, favorise tous les trafics.
Le produit le plus rentable, donc, on l'a dit, c'est la cocaïne. En préparant cette émission, j'essayais de comprendre le cheminement de cette cocaïne de la Colombie, où, si je comprends bien, elle est majoritairement produite jusqu'en Europe notamment. 1 000 $, à la production Colombie, 80 le kilo, 1 000 €, donc le kilo de dollars à la production, 90 000 € le kilo à l'arrivée en Europe. C'est une marge théorique de près de 10 000%. Dans la vraie vie, dans le business qui n'est pas illégal, ça n'existe pas de telle rentabilité, si j'ose dire. Ouais. C'est justement le problème, ce qui rend ce commerce, parce que c'est un commerce avant tout, comme le disait Frédéric, donc on peut très bien faire l'analogie avec le commerce légal et avec les entreprises. Les cartels, ce sont aussi des entreprises, non ? Il faut bien le comprendre. Ce qui rend rentable ces activités, c'est son illégalité. C'est la prohibition qui rend rentable les activités des économies illégales et en particulier la drogue, avec des marges que évidemment on ne pourrait pas retrouver dans la partie légale du commerce, parce que là il faut déclarer, il faut payer des taxes, des impôts, cotiser, etc. Donc c'est vraiment le problème, il est là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui le régime international de prohibition, qui est né dans les années 1920-1930 au niveau international, avec une convention de Vienne et d'autres conventions internationales, il est de plus en plus questionné par les pays du Sud, les pays producteurs, pour essayer de chercher des solutions à cette prohibition qui ne marche pas, clairement, qui rend les acteurs et les narcotrafiquants très riches, et essayer de réguler. Donc il y a plusieurs alternatives qui sont proposées. Pour certaines substances comme la marijuana, on parle de légalisation, et pour d'autres, chercher des moyens de régulation pour essayer d'encadrer cette production, ce commerce. Et c'est des choses qui sont en train de se faire dans différents pays. On connaît très bien ici la politique des Pays-Bas. En Amérique latine, on a l'Uruguay. Il y a de plus en plus d'États aux États-Unis qui sont aussi en train de réguler, de légaliser certaines de ces activités. Il faut vraiment réfléchir et mettre sur la table ces enjeux économiques qui posent de graves problèmes en termes d'accumulation de richesses. Là, on parle de cannabis, mais sauf erreur de ma part, on ne parle pas de réguler autour du trafic d'héroïne ou de cocaïne ou de. Au Mexique, il y a des propositions. Il y a des propositions qui ont été faites pour encadrer la production de pavot. Et avec le pavot, on fait de l'héroïne, mais aussi on fait de la morphine. Donc, on pourrait canaliser une partie de la production de ces stupéfiants pour usage thérapeutique, par exemple. Je ne parle pas évidemment de la légalisation de l'héroïne, mais essayer de canaliser la production vers d'autres secteurs légaux. Oui, la demande aux États-Unis, en Europe, de drogues de synthèse comme le fentanyl, c'est 30 000 morts par an aux États-Unis. Le fentanyl, un produit extraordinairement qui rend dépendant et qui cause une mortalité terrible. Elle explose aussi en Europe. Donc il y a une vraie corrélation entre la demande et l'explosion de la production en Amérique centrale et latine. Si je peux me permettre, les overdoses aux États-Unis, c'est plus de 100 000 par an. Le fentanyl serait à peu près autour de 70 000, enfin, correspondant à 70 000, donc c'est beaucoup plus. Ce sont ce qu'on appelle des opioïdes de synthèse, et d'ailleurs, c'est ce que disait Pierre, c'est-à-dire que souvent, l'origine des drogues sont des médicaments, c'est le cas du fentanyl, qui était en fait un antidouleur, qui a été en fait développé par un marché pharmaceutique très important et par des campagnes commerciales très très fortes, et qui à un moment donné a été stoppé. Et donc les gens se sont retrouvés en manque et se sont tournés vers un marché illicite où les Mexicains sont très très bons. On parle de cuisiniers, ils cuisinent en fait la drogue. Ce sont donc des précurseurs qui viennent d'Asie, de Chine et d'Inde, particulièrement de laboratoires, et qui sont ensuite exploités pour créer cette drogue hyper puissante qui est quand même 30 fois plus forte que l'héroïne et qui crée une hécatombe aux États-Unis. En France, en Europe, on est un petit peu plus protégé parce qu'on n'a pas eu les mêmes politiques vis-à-vis de ces antidouleurs avec une dépendance très très forte. Cela dit, il y a en effet des opioïdes qui commencent à rentrer. On est toujours un petit peu en retard vis-à-vis des États-Unis, et on devrait d'ailleurs se poser des questions parce qu'on découvre des laboratoires sur le sol européen, beaucoup en Belgique, mais aussi en France, dans les campagnes. Et figurez-vous... Des laboratoires de drogue de synthèse.
des laboratoires de drogue de synthèse, mais aussi des laboratoires qui transforment la cocaïne, parce que la cocaïne arrive par exemple sous forme liquide. Aujourd'hui, la science a tellement avancé qu'on est capable de faire de la cocaïne imbibée dans des vêtements ou dans des jus de fruits ou dans du sucre, mélangé à du sucre. Et puis après, il faut la séparer. Et pour la séparer, il faut des chimistes très bien formés. Et les Mexicains sont très très bons. Et figurez-vous qu'on retrouve souvent, quand on fait des saisies dans des laboratoires, un chimiste mexicain ou un chimiste colombien. Donc il y a aussi une économie de l'Erasmus, du chimiste qu'on envoie de ci de là pour apporter ses compétences. Savoir-faire, voilà. Exactement. Donc cocaïne, on l'a dit, fentanyl, héroïne, cannabis, c'est là-dessus que ces cartels mexicains font leur beurre. Ça va peut-être, ça semble un peu naïf de le dire comme ça, mais c'est vrai que c'est intéressant et c'est très singulier dans ce fonctionnement des cartels. Cette guerre, Frédéric Saliba, vous écrivez, elle est fondée sur un principe tout simple, c'est le fait que la seule idéologie de ces cartels, c'est l'argent, c'est le dollar, c'est tout. Faire de l'argent dans une société qui est fondée sur l'hyper-matérialisme, Frédéric. Oui, enfin, c'est ce que je disais avec l'essor du néolibéralisme, c'est-à-dire que, comme Pierre le disait, vous avez donc des marges qui sont 4000% par exemple sur le fentanyl, et donc en effet ça attire énormément d'intérêt. C'est ce qui explique aussi la violence, parce que la violence devient en fait un mode de gestion des trafics, parce que évidemment ces bénéfices suscitent la convoitise. Donc vous parliez de la domination du cartel de Sinaloa, mais il est concurrencé par d'autres cartels qui veulent prendre sa place, et donc ça crée donc des tensions, des violences. Les cartels se mettent à défier l'État, parce que l'État devient, mais aussi effraie aussi les populations. Quand on parlait de ce ranch de l'horreur, vous imaginez le message qui peut être passé à des parents au Mexique vis-à-vis d'enfants qui pourraient disparaître en répondant à une annonce d'un emploi. Donc, toute cette peur, toute cette terreur devient en fait une forme d'organisation, et c'est d'ailleurs ce qui est très inquiétant, et on en voit quelques signes. Alors ça n'a rien à voir, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau parlait de mexicanisation du trafic français, non, on n'en est pas là. Cela dit, il y a quand même des questions d'alerte avec ces modes de gestion qui sont comparables. On reviendra sur la situation en Europe et en France en particulier dans un instant. Pour revenir sur ces cartels sud-américains et d'Amérique centrale, on l'a évoqué rapidement, ils sont basés sur 2 principes, 3, l'argent, la violence et la corruption. Si on peut revenir là-dessus, qui est corrompu aujourd'hui? C'est quoi, des policiers, des militaires Là, je crois qu'il y a 2 choses. D'abord, il ne faudrait pas non plus généraliser l'état de la corruption. L'État mexicain est encore un État qui fonctionne. Il faudrait faire aussi au cas par cas, voir selon les institutions, selon les niveaux aussi de l'État. Donc évidemment, les plus exposés à la corruption, ce sont les niveaux les plus bas, surtout le niveau municipal. C'est vraiment à l'échelle municipale que se trouve le principal problème aujourd'hui de la corruption au Mexique. Et certaines institutions en particulier qui ont affaire avec la répression et la prévention du crime. Donc évidemment, on parle des polices, des différentes institutions de police, la justice, le système pénitentiaire et l'armée également, qui n'est pas moins corrompu. Mais je voudrais rajouter aussi un 4e ingrédient à ce que vous venez de dire, qui est l'impunité. L'impunité dans le sens où la grande majorité des crimes et des délits qui sont commis ne sont pas dénoncés. Justement en lien avec ce manque de confiance de la population vis-à-vis de la police et du système de justice. Et des rares crimes et délits qui sont dénoncés, il y en a très peu qui arrivent au système judiciaire, qui se transforment en procès. Et de ce nombre infime de procès, il y a encore moins de condamnations. Donc c'est vraiment un gros problème aujourd'hui au Mexique, et c'est en lien avec ce que je disais au début, le manque de moyens de la justice, que la grande majorité des crimes et des délits restent aujourd'hui impunis. Et puis le vivier est tel que quand une tête tombe, c'est comme la figure de l'hydre, eh bien une autre tête repousse instantanément. Oui, on a tendance à parler de la pieuvre en France, mais moi j'ai plutôt tendance à comparer ça à une hydre, parce qu'en effet on arrête donc des grands noms, El Chapo Guzman, vous en parliez, El Mayo Zambada, enfin, et en fait on s'aperçoit que l'organisation continue. Et d'ailleurs c'est assez, on peut le voir dans notre discussion, c'est-à-dire que vous avez les acteurs qui sont donc les cartels de la drogue, mais en fait on est en train de parler de beaucoup plus d'acteurs autour qui permettent quelque part un système, en fait on pourrait parler d'un système qui favorise le développement des mafias, des cartels, des marchés illicites, et il faut
il y a peut-être un cinquième élément qu'on pourrait ajouter, qui serait celui du blanchiment d'argent, où ces milliards de dollars retournent dans l'économie légale. Et donc, il y a une forme de complicité des États. Et on le voit quand il y a des crises économiques type les subprimes qu'on avait vues, ou même la crise du Covid, à l'époque du Covid. Il faut rappeler que pendant le Covid, le président AMLO, donc, qui était au pouvoir à l'époque au Mexique, n'a pas fait de prêts aux entreprises, d'aide aux entreprises. Il a appelé les familles mexicaines à se mobiliser, mais en sous-entendant aussi qu'il a aussi mobilisé les cartels de la drogue pour éviter une crise économique absolument dramatique pour le Mexique. Et donc, quand je vous parlais d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on a un problème qui est multi-acteur, multifactoriel, mais en fait, les autorités se focalisent sur le tout répressif. Pourquoi ? Parce que c'est visible, on le voit, il y a des caméras, on voit les militaires, etc. Ça a un bénéfice politique, et donc il faut quand même rappeler que la guerre contre les cartels date de 1971, Richard Nixon, donc on est à plus de 50 ans aujourd'hui, et que qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que cette guerre est perdue, en fait, quelque part, quand on voit le développement des cartels, et qu'il serait peut-être temps de changer notre manière d'aborder ce problème. On parlait de la légalisation, c'est une des manières, mais c'est aussi le développement économique, l'éducation, le manque d'opportunités, et puis aussi du côté des consommateurs, il faudrait peut-être un jour qu'on parle du désenchantement. Pourquoi ces gens se droguent, et pourquoi ces gens se droguent avec des drogues aussi puissantes ? C'est ça la question. Alors, de l'autre côté de l'Atlantique, la drogue arrive d'une façon ou d'une autre en Europe et ensuite redirigée. Ce qui, je comprends bien, elle a plusieurs façons d'arriver jusqu'en Europe. Alors, il y a, on raconte des histoires de mules, mais j'imagine que c'est une goutte d'eau dans l'océan. La plupart de la drogue arrive par bateau pour ensuite être redistribuée. Si elle arrive par bateau, il y a forcément nécessairement sur le chemin, pour revenir sur mon histoire de corruption, des gens qui à l'arrivée, à la réception, participent de ce système aussi. Oui, bien sûr. Donc, il ne faudrait pas non plus stigmatiser le Mexique. On ne stigmatise personne. Vis-à-vis de la corruption. Mais cette corruption, elle se retrouve aussi dans les pays consommateurs, les pays du Nord. Donc, il n'y aurait pas autant de commerce transfrontalier entre le Mexique et les États-Unis sans la corruption d'agents et de fonctionnaires américains. De même qu'ici, on retrouve cette corruption chez certains acteurs clés de ce commerce international qui, vous avez raison de le signaler, c'est très important de le dire, en grande majorité passe par le commerce maritime et le développement des routes maritimes. Et la plupart de la drogue se trouve dans les conteneurs. Sauf que c'est des milliers de conteneurs, c'est des volumes très importants de commerce. Et pour les agents des douanes, c'est un peu mission impossible. Et là, pour le coup, c'est David contre Goliath, d'essayer de contrôler toute cette masse de marchandises qui arrive et dans laquelle se trouve cette drogue sous des formes de plus en plus sophistiquées. Oui, avec des narcotrafiquants qui développent des trésors d'inventivité, Frédéric Salima, pour faire passer la drogue. Il ne s'agit pas de dire ici, bien sûr, que tous les douaniers, les dockers d'Europe savent ce qu'il se passe, mais il y a forcément des canards boiteux dans l'affaire, mais il y a aussi une efficacité de l'intrusion de la drogue dans les ports de France, des Pays-Bas, qui est impressionnante. Oui, alors moi, j'ai interviewé par exemple des douaniers qui me parlaient de contrôle sur à peu près 4% des containers. Donc vous imaginez, il y a 96% des containers qui ne sont pas contrôlés. Vous imaginez comme ça peut passer. Alors quand on fait une saisie très importante, on est content, mais imaginez tout ce qui passe au travers de ces saisies. 54 tonnes en France saisies l'an dernier, mais c'est une goutte d'eau. Voilà. C'est ce qu'on peut se dire. Et quand on regarde la consommation, par exemple, de la cocaïne qui explose quand même, elle a été multipliée par 3 en 10 ans en France. Donc, il y a quand même une explosion. Cette cocaïne est moins chère. Aujourd'hui, à peu près pour 60 €, vous avez 1 gramme de cocaïne. La cocaïne avant était consommée par une forme d'élite. On parlait du milieu du spectacle, etc. Aujourd'hui, vous avez des maçons, des chauffeurs de bus qui consomment de la cocaïne. Et tout ce marché, donc, alimente en fait une chaîne de corruption. On parle toujours des autorités, mais pensons aux dockers et notamment les chevaliers. On appelle les chevaliers ceux qui justement vont chercher ces containers dans les ports. Il faut dire que les ports sont des entreprises privées, donc c'est quand même très compliqué. Et puis cette corruption, c'est pas que l'appât du gain. Au Mexique, on parle de plata o plomo, c'est-à-dire l'argent ou le plomb, sous-entendu les balles en fait, donc l'argent ou les balles. Et ces dockers, d'ailleurs, il y a eu des cas en France de dockers qui
criaient à l'aide vis-à-vis de menaces qu'ils avaient. Il y en a qui ont été assassinés. Il y a un tabou, en fait, notamment du côté des syndicats des dockers, mais aussi des autorités vis-à-vis de tous ces schémas de corruption, parce que, en effet, on ne sait pas bien gérer. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu, donc, notamment à Madrid, le responsable, en fait, de l'agence contre le blanchiment de Madrid a été accusé de corruption. Les autorités sont allées chez lui il y a quelques mois et ils ont trouvé plusieurs milliers d'euros dans les murs de sa maison, cachés dans les murs de sa maison, et donc il est accusé de corruption. Donc on s'aperçoit qu'il y a différents niveaux. Au niveau, Pierre a tout à fait raison, que les structures locales, pourquoi ? Parce que les cartels de la drogue sont un peu comme des seigneurs féodaux, et ce qui les intéresse particulièrement, c'est l'échelle municipale. On le voit en France, hein, certains maires commencent à crier au secours. Il y en a qui sont d'ailleurs accusés de corruption et qui se retrouvent coincés et qui ne sont pas suffisamment soutenus par l'État central. Et en fait, les problématiques qu'on voit au Mexique, alors à une échelle tout autre, avec une ampleur très importante, en effet, il ne faut pas stigmatiser le Mexique parce que c'est un pays fonctionnel, mais attention, encore une fois, le verre est dans la pomme du système mexicain, on se pose des questions, on a l'affaire Genaro Garcia Luna, qui est quand même l'architecte de la guerre contre les cartels. Quand moi je suis arrivé en 2006 au Mexique et que le président Felipe Calderón déclare la guerre aux cartels de la drogue en déployant l'armée, figurez-vous que l'architecte de cette guerre, Genaro Garcia Luna, aujourd'hui est en prison aux États-Unis, condamné à 38 ans de prison pour lien avec le cartel de Sinaloa. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Que le tsar antidrogue était un narco ? Imaginez un petit peu, d'abord la méfiance de la population, et puis la force de frappe de ces cartels qui sont évidemment très puissants au niveau local. Les chiffres, c'est toujours difficile à évaluer, mais un expert me parlait de 70% des municipalités mexicaines infiltrées par le narcotrafic. Donc imaginez l'échelle que ça peut prendre. Alors, encore une fois, les cartels de la drogue sont des organisations pragmatiques, ont tout intérêt à ne pas faire de vagues. Il y a des violences, en effet, mais donc on a tendance à créer un tabou sur cette question. Qui aujourd'hui prend le relais une fois que les drogues arrivent en Europe ? Est-ce que les cartels mexicains travaillent en bonne intelligence avec les cartels ici en Europe, qu'on appellerait mafia ou gang ou que sais-je ? Comment est-ce que ça se passe, le transit ? Les organisations criminelles, évidemment, qu'elles communiquent, qu'elles font des alliances, des pactes. Mais c'est pour ça que je parlais du commerce tout à l'heure. On peut à nouveau parler en termes d'entreprise. C'est des contrats, des contrats commerciaux qui sont faits entre commerçants, entre narcotrafiquants. Donc il y a des commandes qui sont passées, des livraisons qui sont organisées. Et puis évidemment, les grosses structures, les grosses organisations, elles prennent en charge la grosse logistique, non, surtout pour traverser les frontières et traverser les océans, dans ce cas-là. Et puis après, vous avez la revente au détail par des plus petites structures. Et là, on retrouve les gangs, qui sont très importants ici, mais aussi au Mexique, qui organisent la revente du produit aux consommateurs. Le gros du marché aujourd'hui, c'est plus l'Europe que les États-Unis ? C'est en train de basculer ? Ça dépend des drogues. Ça dépend des drogues. Aujourd'hui, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est vraiment une crise des opioïdes, des opiacés de synthèse, avec le fentanyl, entre autres. Tandis qu'ici, en Europe, ce qu'on voit, c'est vraiment l'explosion de la cocaïne. Il faut voir que ces dernières années, les cultures de coca, la plante en Colombie, ont été augmentées. On estime l'augmentation à 50%. À la faveur des accords de paix conclus avec les aussi, il y a eu, disons que les FARC avaient quand même, je ne sais pas si on pourrait parler de monopole, mais elles avaient vraiment un contrôle du marché. Et avec ces accords de paix, il y a eu une dérégulation à nouveau, sur le modèle néolibéral, une dérégulation des acteurs qui a fait que beaucoup de nouveaux acteurs ont vu des opportunités et sont aussi rentrés sur le marché, ce qui a contribué à l'augmentation de la production, mais toujours en réponse avec l'explosion de la consommation ici. Bien sûr. Un mot sur le fentanyl, on en a beaucoup parlé depuis le retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. C'est le prétexte numéro 1 brandi par le nouveau président américain pour justifier la crispation de ses relations avec le Mexique, Frédéric. Oui, et d'ailleurs, je trouve ça... encore une fois, moi je ne suis pas là pour juger du bienfait de ces décisions, mais c'est quand même très intéressant de mettre en comparaison des taxes douanières, donc une menace de taxes douanières de 25% sur les produits importés du Mexique, à la condition que le Mexique renforce sa lutte contre le narcotrafic. Donc on voit bien que le narcotrafic devient d'abord un élément politique, qu'on utilise politiquement, mais aussi économique, et un levier de négociation. Et donc on s'aperçoit quand même que cette crise du fentanyl, et donc en effet c'est quand même très embêtant, vous voyez à San Francisco, les rues sont jonchées de
de gens pliés en deux, parce qu'en plus le fentanyl est très très fort, donc il y a vraiment quelque chose qui est impactant pour les Américains. On parlait de 70 000 morts quand même par overdose, c'est énorme. Et donc, en effet, il y a une crise. Cette crise est utilisée par Donald Trump pour faire pression sur l'économie mexicaine. Vous voyez, donc il y a comme ça une complexification du problème où, en fait, on ciblerait mal les acteurs, on jouerait, il y aurait une influence politique, on utiliserait ce fléau, vous voyez, ce qui complexifie tout et qui rend très difficile cette lutte. Et encore une fois, 50 ans plus tard, moi, je suis désolé, je suis un peu catastrophé par les mesures qui sont prises. On pose la question ce matin d'une guerre tentaculaire. Enfin, c'est une question posée. Vous avez dit tout à l'heure, Frédéric Saliba, que cette guerre déclarée il y a bien longtemps était déjà perdue. Il y a effectivement quelque chose d'un peu désespérant. Pierre Goossens, on est forcément démunis, on n'a pas les bons outils, on n'aborde pas le problème de la bonne façon? C'est plutôt ça, le dernier point. Il faudrait vraiment changer de paradigme. Frédéric l'a dit, il faut changer notre façon de voir ce problème. Et en fait, il faut abandonner ce prisme sécuritaire. Ce n'est pas en premier lieu un problème de sécurité. Pardon, parce que je vous coupe, on voit l'exemple du Salvador avec ces giga-prisons dans lesquelles d'ailleurs ont été expulsés des États-Unis des narcotrafiquants, ou en tout cas présentés comme tels, qui n'étaient pas du Salvador mais qui étaient du Venezuela. Le tout sécuritaire, on parle beaucoup de ce que fait le président du Salvador comme étant l'une des façons de répondre à ça. C'est pas la bonne méthode selon vous? Ben non, parce que le coup, c'est renoncer à la démocratie, à nos libertés fondamentales et aux droits humains. Donc, s'il y en a certains qui peut-être voudront renoncer à leur liberté, ce n'est pas mon cas et je ne pense pas que ce soit une solution. On parle, dans le cas de Nayib Bukele, de plus de 86 000 personnes emprisonnées, rapportées à 6 millions, plus ou moins 5 ou 6 millions d'habitants. C'est comme si en France, en 3 mois, on mettait plus ou moins 1 million de personnes en prison. C'est ça, rapporté à la France. 1 million de personnes. Dans des camps on appellerait ça des camps de concentration ici en France. Une espèce de cage. Donc, oui, c'est vraiment l'inhumanité totale. Ces gens ont perdu tous leurs droits. Et vraiment, il y a un gros problème de dérive autoritaire dans ce pays. Il a beau se présenter comme le dictateur le plus cool du monde, Nayib Bukele, ce n'est vraiment pas un modèle à suivre malgré les résultats. Le coût de cette politique du tout répressive est énorme et insoutenable sur la durée. Et l'exemple mexicain montre que le tout répressif ne fonctionne pas, Frédéric Saliba? Non, d'ailleurs, donc... Voyons, il y a 18 ans, il déploie l'armée, 50 000 militaires. Aujourd'hui, on évalue à 190 000 avec la garde nationale, qui sont souvent des anciens militaires. Qui sont mobilisés aujourd'hui encore dans les rues, contre le narcotrafic. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est une multiplication des plaintes pour violation des droits de l'homme, parce que mettez des militaires dans la rue, donnez-leur une fonction de sécurité civile. Ils ne sont pas formés pour ça, ils sont formés pour faire la guerre. Et donc, vous avez des abus. Vous avez une méfiance qui se crée au sein de la population vis-à-vis, je peux vous dire, enfin moi, mon expérience au Mexique, vous faites arrêter par les militaires, vous avez peur, vous appelez tout de suite des gens que vous connaissez, vous alertez, etc. Ça crée une ambiance comme ça tend une ambiance très forte. Vous savez, on en parle parfois, même en France, des élus ont parlé du fait de déployer l'armée, par exemple, dans les cités, etc. Regardons un petit peu l'exemple mexicain. Ce tout répressif, encore une fois, quand on dit que la guerre est perdue, c'est peut-être un peu fort, c'est-à-dire qu'il y a toujours un espoir, enfin moi je suis plutôt optimiste. Par contre, la manière dont c'est pris en main, évidemment, si vous êtes que sur le justice, police, voire armée, il manque des éléments qui sont l'élément sanitaire, puisque c'est une crise sanitaire quand même. On parle du fentanyl, les overdoses, l'éducation, le manque d'opportunités, et puis les politiques urbaines. Comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on vit ensemble en fait? On s'aperçoit qu'en fait il y a donc un système qui fait un terreau fertile pour le narcotrafic. Nos hommes politiques sont tout à fait conscients de ce genre de choses. Simplement, le coût serait trop important pour eux de changer ce système, et donc quelque part ils colmatent en déployant les militaires, en faisant comme Bukele une énorme prison où vous mettez absolument tout le monde. Alors, dans le cas des arrestations, par exemple, il suffisait que vous ayez un tatouage pour que vous soyez arrêté par la police du Salvador. Je veux dire, il y a énormément d'innocents qui se retrouvent en prison. Oui, parce qu'il y a des arrestations extrajudiciaires, des personnes qui ne sont pas jugées, etc. Même cause, même conséquence ici en Europe. Alors, vous disiez que vous aviez des doutes sur l'utilisation du terme mexicanisation utilisé par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, mais ce qu'on voit quand même, ce qu'on a vu ces derniers mois, c'est un degré de violence dans certaines villes, et pas que villes d'ailleurs ici en France, mais c'est le cas un peu partout en Europe. Et là encore, on ne prend pas vraiment la voie de la réflexion sanitaire ou que sais-je, on prend plutôt la voie du tout répressif. Et malheureusement. Et c'est pour ça que ça va continuer.
Et que cette guerre, même je me demande si cette guerre était pensée pour être gagnée, à la rigueur. Mais c'est une guerre qui pour moi, est perdue, avec des résultats qui sont désastreux. Et c'est pour ça que c'est très important de penser en d'autres termes. Il y a vraiment une politique sanitaire à adopter d'accompagnement aux utilisateurs, aux consommateurs de drogue. Il faut quand même se demander pourquoi les gens se droguent de plus en plus ou avec des drogues de plus en plus fortes. Au lieu de cette culpabilisation moralisatrice du consommateur qui a quand même ses limites. Et pourquoi alors? Il faut se demander, posons-nous, qu'est-ce qui se passe dans le monde du travail, par exemple? Pourquoi aujourd'hui des chauffeurs de bus ou des infirmières prennent de la cocaïne? C'est pour tenir la cadence, c'est pour toujours répondre à ce demande de productivité, à des journées de travail qui sont de plus en plus difficiles, la pénibilité au travail. Posons-nous ces questions aussi par rapport aux détériorations des conditions de travail qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de travailleurs dans notre pays et dans le Nord, dans les pays du Nord en général, se droguent de plus en plus pour simplement tenir le coup dans leur job. La question de l'explication de la demande est une des clés de la résolution de cette guerre multifactorielle, on l'a bien compris, mais il faut qu'on s'interroge là-dessus sur le... Oui, et d'ailleurs, si vous regardez la dernière campagne lancée par Bruno Retailleau sur les consommateurs, culpabilise le joint du sang, par exemple, des expressions comme ça très fortes, narco-racaille, enfin des choses qui, en fait, quelque part, ont un bénéfice politique, mais pas du tout social, et qui ne règlent absolument pas le problème des drogues. Donc c'est vrai que moi, je suis quand même préoccupé par cette récupération, et puis cette hypocrisie aussi, parce qu'en fait, on s'aperçoit quand même, donc on commence à être quand même assez spécialisé sur les choses. On a des exemples. Est-ce qu'on peut dire que le Mexique a 18 ans d'avance? Peut-être, parce qu'ils ont déployé l'armée, ils ont fait des choses. Regardons un peu ce qui se passe à l'étranger. Et puis, il y a un autre élément qui, moi, me fascine, c'est qu'on fait des lois nationales. D'ailleurs, une loi est en débat en ce moment à l'Assemblée nationale. Alors qu'en fait, les organisations sont des multinationales, qu'elles se jouent des frontières. Et donc, il y a un manque de coopération là-dessus en tout cas, ça s'améliore, la coopération, mais surtout, c'est des politiques publiques. C'est-à-dire que si on légalise, est-ce qu'on ne devrait pas légaliser à l'échelle de l'Europe? Quand par exemple, on augmente les saisies dans un port, le port d'Anvers, par exemple, a été équipé, et donc les saisies ont baissé, en disant il y a eu moins d'envois, en fait, comme un élément, un facteur où on s'aperçoit qu'il y a moins de drogue à Anvers, mais il y en a beaucoup plus au Havre. Alors en fait, les narcotrafiquants se déplacent, ils ont toujours un coup d'avance. Vous avez le Covid a bloqué, paf, on a développé Uber Sheet, ce qu'on appelle Uber Sheet, on se fait livrer à la maison aujourd'hui. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les cartels de la drogue sont des organisations hyper capitalistes, hyper productives, qui ont des formes complètement différentes. Alors, il y a des franchises, il y a des cartels pyramidales, il y a des fédérations de narcos, enfin bon, il y a un peu toutes les formes. Et puis, face à ça, on a une forme de politique, donc police-justice, qui marche pas, mais on continue de le faire. Alors, encore une fois, attention, le gouvernement a peut-être intérêt, et c'est là où je lance un peu un appel, où il faudrait vraiment intégrer dans les équipes gouvernementales des spécialistes du narcotrafic pour pouvoir appliquer des politiques qui marchent. On va s'arrêter sur cet appel, cette proposition. Merci beaucoup, Frédéric Saliba, d'être venu ce matin sur ce plateau. Voyage au pays des narcos aux éditions du Rocher. C'est une lecture passionnante, mais effectivement assez inquiétante. Merci infiniment, Pierre Gossens, d'être venu sur ce plateau, sociologue au Collège du Mexique, chercheur résident à l'Institut d'études avancées de Paris. Une émission à revoir en replay et en podcast. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour la suite de l'info en continu. À tout à l'heure.